Bonjour Chantal Épée. Bonjour Marie. Merci de me recevoir chez vous. Avec plaisir. Aujourd'hui, nous parlerons de votre recueil intitulé Alma Africa. Ma première question est, dans votre recueil de poèmes, vous mêlez quelquefois l'anglais et le français et le douala. Pourquoi faire appel à autant de langues? Parce que ce sont les trois langues déjà qui me structurent. D'une part, je n'ai pas la même maîtrise de toutes. Mais chaque langue a une fonction en fait dans mon expression. Chaque langue est le vêtement le mieux adapté pour une expression ou une autre. Le douala par exemple, qui est la langue de mes pères, donc la mienne par transmission, je l'ai découvert, la langue douala, je l'ai découverte être la langue de l'intime, de mon intime. Notamment quand je passais par des émotions sismiques comme la perte d'un être cher. J'ai d'ailleurs découvert cette vérité à l'occasion de la première perte qui m'a dévastée. C'est que quand il fallait exprimer l'absolu de la peine, le douala s'imposait. Avec tout son environnement d'onomatopée. Des choses qui, dans mon enfance, me faisaient rire quand j'entendais les autres pleurer avec ces onomatopées-là. Mais j'ai réalisé combien j'avais absorbé ces onomatopées dans la douleur. Elles se sont imposées à moi. Alors je me suis dit, mais là j'ai découvert que je suis une douala, sans aucun doute. Donc pourquoi avoir choisi le douala? C'est parce qu'il y a des moments, il y a des urgences à l'intérieur. Quand mon pays me manque et je dis je veux aller chez moi, Allah Nembamboa s'impose, emmène-moi chez moi. Si je le disais en français, je suis en train de parler à ma terre, il faut que je lui parle dans une langue qu'elle comprend, dans une langue qui ne lui a pas été imposée, dans une langue qui a jailli d'elle. Il y a des moments aussi, quand je veux parler de douleur profonde de cette terre-là, le douala s'impose parce que je pourrais dire la même chose en français, ça ne m'habiterait pas avec autant de force. Maintenant, comme j'ai quand même conscience du fait que le monde entier ne parle pas douala, rassurez-vous, c'est traduit en dessous quand les textes sont en douala. Donc, pour résumer un petit peu, ou pour aller un peu plus loin, le français, c'est la langue que je maîtrise le mieux, pour autant qu'on puisse maîtriser une langue. C'est la langue de mon intelligence, je pense. C'est la langue de ma raison. C'est la langue de la partie peut-être, je ne dirais pas superficielle de mes émotions. Et c'est la langue de mes pudeurs aussi. Donc par exemple, je me suis rendu compte à un moment de ma vie, avant de pouvoir le dire en français, que pour dire l'amour, je passais par l'anglais. Parce que l'anglais, c'est la langue qui est le plus à distance de moi finalement. Donc je pouvais dire I love you sans avoir l'impression de me mettre en danger ou de dévoiler une fragilité. Et il y avait tellement de I love you dans les chants de Diana Ross et des autres que je chantais, donc c'était peut-être moins... La mise à nu m'apparaissait moins importante. Et j'ai appris à dire je t'aime en français, mais je ne sais pas dire Nathan Diwa en douala, à part quand je le chante, parce que d'autres l'ont chanté, alors je chante derrière. Donc j'ai l'impression que plus on se rapproche de l'intime de mes émotions, plus ce mot-là, en même temps, pourquoi le dire en douala si on sait le dire en français? Comme c'est facile, hein? Oui, et pour parler de l'anglais et le français, en dehors des choses que j'ai dites, il y a un poème par exemple qui s'appelle Hole. L'anglais s'est imposé à moi. There is a hole deep in my heart. En français, ça ne passait pas. Il y a un trou béant dans mon cœur, le disait moins bien que cette langue-là. Ça s'est imposé aussi. Donc je pense que le fait d'être habité par les différentes langues, il y en a une qui s'impose parce qu'elle fait plus sens, parce qu'elle me parle davantage, parce que sa musique s'impose à moi à un moment. Et voilà.
Justement, c'est très marquant dans votre poème Dissidipédie, Oui. dans lequel vous passez du Douala au français, du français au Douala. Et dans ce poème-là, le Douala a une très grande place. Oui. Pouvez-vous nous en dire plus? Je suis très heureuse d'ailleurs qu'un de mes poèmes ait fait de la place au Douala avec force. C'est un poème que j'ai écrit suite aux attentats qui ont été commis l'été dernier contre mon pays, le Cameroun. Ce sont des attentats qui ont été perpétrés par une organisation que je choisis généralement de ne pas nommer pour ne pas participer au marketing de la terreur et de leur marque, parce qu'apparemment ils sont très heureux qu'on les connaisse. Et pour la première fois de l'histoire de mon pays, pour autant que je le sache, il y a eu des kamikazes, il y a des gens qui se sont fait exploser pour tuer d'autres, pour terroriser d'autres chez nous, dans un endroit où ça ne s'était jamais vu. Et le poème naît de l'attentat qui a lieu à Maroua le 22 juillet. La date est facile à retenir parce que c'était le jour de mon anniversaire. Et cette barbarie m'a sorti de l'euphorie de mon anniversaire pour me précipiter dans une réalité absolument abjecte, terrifiante et révoltante. Il s'est passé quelque chose. Pendant 2 jours, j'ai été pétrifiée intérieurement, glacée intérieurement. Il y avait comme une espèce de banquise qui m'avait environnée, tellement j'étais sous le choc. Et les mots qui sont arrivés avec ce poème sont venus briser cette glace. Je crois que tant que ces mots n'étaient pas sortis, j'étais perdue intérieurement. Et Dissidipédie, dans ma langue, en Douala, ça veut dire « nous ne sommes pas vaincus ». Et c'était ça que j'avais envie de dire. J'avais envie de dire l'absolu de la barbarie est descendu sur nous, mais nous ne sommes pas vaincus. Non seulement nous ne le sommes pas, mais nous ne le serons pas, parce que le Cameroun et plus largement l'Afrique sont plus grands que ces barbares-là. Parce que la douleur du Cameroun est la douleur du Nigeria aussi. Et je suis en empathie avec mes frères et sœurs du Nigeria qui vivent cette sauvagerie depuis plus longtemps que nous. Mais je reviens à Dissidipédie. Quand j'avais envie de dire la terre de mes pères a été blessée, mais Mboa Batete et Doumedi était une évidence. La terre de mes pères a été meurtrie. Des Dissidipédie. Nous avons été meurtris, mais nous ne sommes pas vaincus. Notre sang a coulé, mais nous ne sommes pas vaincus. C'est un appel au Cameroun, le grand Cameroun, celui de Niobe, celui de Osende Afana, le Cameroun de nos héros, de Douala Mangabel. C'est lui que j'appelle à se réveiller pour résister à ces barbares-là. Si c'est un Cameroun courbé, il ne tiendra pas. Mais si c'est le Cameroun debout intérieurement, celui dont l'hymne dit « Va debout et jaloux de ta liberté », que ce ne soit plus un slogan, que ce soit une réalité. Et j'avais envie aussi, par-delà les océans, d'être avec le peuple de mon cœur, d'être avec les Camerounais et de laisser passer ma voix pour apporter une parole de consolation aussi. J'espère que ça réussira. En effet, il apparaît souvent dans vos poèmes un appel à la résistance. Oui. Il y a même un poème qui s'appelle « Résistance est mon nom ». Oui, je sais. Oui, c'est... Résister, c'est être vivant. Et le monde dans lequel on vit, même quand on sortons momentanément même du contexte africano-africain, le monde, c'est un endroit extrêmement violent pour les humains. Les rapports sociaux que propose ce monde sont extraordinaires de violence. Et si on n'a pas une capacité à résister, soit on s'en sauvage complètement et on devient un marginal qui génère une forme d'anomie et qui ne respecte ni les structures ni les hommes, qui ne respecte pas la vie humaine, soit on résiste intérieurement et on résiste à des systèmes qui brisent. Maintenant, quand je reviens à l'Afrique, l'Afrique, est-il besoin de dire à quel point ce continent a été
la cible et est encore la cible de prédations criminelles, prédations intérieures et prédations extérieures. C'est un espace dans lequel, plus qu'ailleurs, on a essayé de déposséder les humains de leur humanité. Aujourd'hui encore, des personnes pensent qu'il faut n'être plus elles-mêmes pour accéder à l'humain absolu. Donc, il est important de résister à l'intérieur à cette violence permanente, au regard qui courbe, de résister à la tentation de céder les clés de sa maison Afrique aux étrangers, de résister aux dirigeants iniques, de résister comme les fils de Sankara font au Burkina Faso aujourd'hui, de résister à des prédateurs internes, etc. Non, la résistance, c'est quelque chose qui doit nous porter, qui doit nous mettre en avant, qui doit nous pousser. Et nous devons résister aux propositions identitaires qui courbent et qui veulent détruire nos enfants avant même qu'ils paraissent, qui ont essayé de nous détruire avant qu'on paraisse. Résister à ce que Marcus Garvey et Bob Marley dans sa suite ont appelé l'esclavage mental. L'Africain, s'il ne résiste pas, il meurt. Il meurt. Parce que le monde tel qu'il est, c'est un monde qui le tue. Il le tue culturellement, il le tue humainement, il le tue socialement, il le tue économiquement. Il faut qu'il résiste, qu'il se batte et qu'il s'invente lui-même. Vous me donnez une belle transition parce que vous avez parlé d'identité qu'on nous impose. Et dans vos recueils, il revient souvent les mots strapontin identitaire. Pouvez-vous nous en dire plus? L'idée de strapontin identitaire m'est venue à un moment, c'était il y a quelques années. Il me semble que c'était sous le gouvernement français précédent. Il y a eu une lubie qui, enfin, même quand j'ai eu le gouvernement précédent, ça s'est vu là. C'est-à-dire qu'il y a dans le discours, dans la manière de parler la France, rien que de dire français de souche, c'est déjà aller contre ce qui est au fronton des bâtiments de la République, liberté, égalité, fraternité. Et quand il s'agit des Français venus d'ailleurs, on a le sentiment que égalité a tendance à être oubliée de manière consciente. Quand il y a un crime qui est commis par deux Français, un d'origine étrangère et un qui est français dit de souche, s'ils ont commis le même crime, pourquoi faudrait-il qu'un soit déchu de la nationalité et l'autre non? Je me pose la question de l'égalité. Et si en plus, bon là c'est peut-être un peu ironique, le français d'ascendance extra-française a vécu ici, est né ici, a appris le crime ici, pourquoi veut-on le renvoyer dans un pays qui ne lui a pas appris le crime? Quand je parle de strapontins identitaires, pour être un peu plus centré, quand je parle de strapontins identitaires, je parle de l'impression qu'on donne sans cesse à nos filles et à nos fils d'être comme, vous savez, quand vous êtes dans un métro bondé, vous êtes assis sur un strapontin et quand le métro est bondé, vous êtes obligé d'être dans une position inconfortable, vous êtes obligé d'être debout. Et si vous quittez votre place un instant, l'endroit où vous étiez assis bouge. Mais c'est l'impression de n'être jamais posé que les enfants ressentent ici, parce que sans cesse, le discours de plus en plus réactionnaire, peut-être devrais-je dire, je ne sais même pas si c'est le mot, leur dit: vous devez sans cesse justifier le fait que vous aimez ce pays, vous devez sans cesse justifier. Mais pourquoi ne demande-t-on pas à tout le monde de justifier de son amour pour le pays? Est-ce qu'un phénotype
définit l'amour d'un pays? Je ne sais pas. Donc, dans la mesure où cette partie-là, je ne peux pas la gérer, je me dis, il est important de donner à nos enfants des ancrages profonds ailleurs aussi. Pas les désancrer d'ici, je ne le dis pas ça, je ne le dirai pas. Je ne demanderai pas à quelqu'un de choisir entre son père et sa mère, par exemple. Mais il faut leur donner des endroits aussi où ils ont des assises profondes. Et je pense que pour qu'ils soient plus installés dans qui ils sont, il faut leur proposer des raisons d'être fiers. Il faut leur proposer des raisons de se sentir dignes dans un espace qui les ensauvage aisément. Et donc pourquoi je parle de strapontins identitaires? Je parle en fait du fait que des enfants venus d'ailleurs, probablement pas uniquement d'Afrique subsaharienne, sont dans un espace dans lequel le discours permanent leur dit: vous n'êtes pas tout à fait d'ici, vous êtes là et on peut vous retirer votre nationalité même si vous êtes né ici. Vous devez sans cesse justifier du fait que vous avez le droit de rester là, etc. Donc c'est vraiment compliqué. Et je parle de strapontin identitaire aussi dans le fait que quand on vient de l'espace subsaharien qui a été violé et auquel on a enlevé des choses de son histoire, mais l'enfant qui naît et qui est issu de cet endroit-là est dans une identité déséquilibrée. Donc, j'écris aussi pour participer à une réconciliation intérieure et à donner des ancrages qui permettent que même quand il y a des vents, ils soient bien solides, bien ancrés et qu'il n'ait pas à baisser la tête devant qui que ce soit. Donc, est-ce la raison pour laquelle vous dédiez votre recueil aux enfants? Et d'ailleurs, ce recueil paraît en cohérence avec les actions que porte votre association. Oui, je dédie, d'ailleurs je le dis dans cette dédicace, que j'espère que ce livre participera à ce qu'il relève la tête et à ce que jamais personne ne les courbe à l'intérieur. Je ne prétends pas apporter une réponse, mais je prétends proposer dans la mer de ces combats-là des ruisseaux d'espérance, des ruisseaux de relèvement, des ruisseaux de fortification intérieure. Oui, je dédie le poème aux enfants parce que les enfants sont ma sainte obsession. Je trouve que c'est important qu'ils soient construits forts, qu'ils soient construits avec des valeurs fortes, qu'ils soient construits avec des référents forts, qu'ils soient construits avec des raisons d'être fiers. Quand je regarde les autres espaces du monde, la France par exemple s'extasie de la période des Lumières. Il y a des dynasties qui font de la fierté des Chinois ou des Japonais. Nous, on a mis une espèce de voile opaque sur les périodes glorieuses que nous avons portées, sur les héros qui ont été, qui nous ont précédés, qui auraient pu être aussi des assises de notre fierté. On nous a donné l'impression que nous sommes nés dans la rencontre violente et brutale entre l'Occident et l'Afrique. Donc nous sommes nés dans une chosification de l'être. Comment voulez-vous qu'on se construise correctement si on pense que l'histoire de son peuple d'origine commence là? Si on pense qu'on a été créé par et dans le regard de l'Occident. Il n'est pas neutre que les représentations des pharaons noirs aient été dépouillées de leur nez pour que surtout on ne puisse pas penser que des choses exceptionnelles ont pu être faites par des personnes de type négroïde, comme on dit. Donc c'est important de donner aux enfants, de leur donner, d'avoir accès à la connaissance de la part que les Noirs ont eue dans l'avancée de l'humanité. C'est important. C'est important qu'ils sachent qu'il y a une reine Zinga qui a résisté à la colonisation portugaise tellement longtemps qu'elle force le respect. C'est important qu'ils connaissent Soundiata Keita du Mali. Et pour revenir à ce que vous disiez par rapport à Afro-Diaspora Arts, l'association que je préside, nous avons un festival à la fin du mois d'octobre, le 31 octobre et le 1er novembre,
qui justement va proposer des ateliers aux enfants pour leur permettre de réveiller les héros en eux en découvrant les héros d'antan. C'est en cohérence avec c'est ma sainte obsession de donner aux enfants des armes pour tenir dans ce monde. Justement, vous parliez de festival que vous allez organiser fin octobre, début novembre. Le but de ce festival, entre autres, est d'aller à la rencontre des enfants. Est-ce que vous pensez que c'est une mission de votre association ou vous pensez que c'est tout le monde qui doit mettre la main à la pâte pour mieux structurer la nouvelle génération? Aller à la rencontre des enfants pour leur proposer des choses qui les aident à se relever, c'est ça, hein? C'est ça. Je pense que ça devrait être la mission de tous, en premier des parents, mais les parents ne sont pas nécessairement armés parce que, comme il y a eu, je le disais tout à l'heure, un voile d'opacité sur l'histoire, etc., comment peut-on donner ce que l'on n'a pas reçu? Donc, là, une association comme la mienne et d'autres, bien plus pertinentes peut-être, bien plus centrées sur l'histoire, ont une mission qui est essentielle. Mais toutes les possibilités que l'on a de transmettre aux enfants, toutes les possibilités sont fondamentales. L'association, si un jour l'association n'a plus de raison d'être, ce serait une grande victoire parce que ça voudrait dire que on a suffisamment essaimé tous autant que nous sommes pour que ce ne soit plus une nécessité. Après, ça pourrait être une association de Jakassi ou d'autres choses un peu plus ludiques. Non, je pense que c'est une mission, c'est-à-dire quand nous avons découvert quelque chose qui nous a libérés, transmettons, n'imposons pas, proposons. Parce que les enfants, comme les adultes, ne sont pas des terrains à coloniser. Ce sont des personnes à qui on propose des choses pour qu'ils les ingèrent, les digèrent et se les approprient. Alors, dans l'un de vos poèmes, Dans le vent, oui, qui me paraît être un cri de colère contre le paternalisme occidental et l'ignorance, mais en même temps, ce poème se termine par une note d'optimisme. Est-ce que j'ai bien ressenti le message que vous voulez faire passer ou pas? Déjà, je suis ravie que vous ayez discerné la note d'espoir parce que la réponse indignée ou peut-être même emplie de colère, je ne sais pas, n'est qu'un cheminement vers cette proposition d'espoir parce que l'Afrique écrit sa propre histoire. Ce n'est pas la voix du colon d'hier ou d'aujourd'hui qui écrit l'histoire de l'Afrique. Donc il est important que, je suis contente que cette note-là, cette proposition qui est portée par le vent justement, soit entendue. Donc ça veut dire que le poème a fonctionné. Maintenant, pour revenir au début de votre question, effectivement, ce texte a été écrit en réaction, en réponse, en affirmation face à des mots qui ont été prononcés au Sénégal, à Dakar, il y a 8 ans maintenant, je pense. Il me semble que c'était en 2006. En 2006. Et ce sont des mots qui ont été des torrents de boue qui ont été déversés sur l'Afrique tout entière depuis un lieu appelé Université Cheikh Anta Diop. Et quand on sait qui c'est Cheikh Anta Diop, on réalise d'autant plus la profanation symbolique et l'irrespect absolu. Ou alors une ignorance crasse. Je pense que ça suffit de faire de nos esprits des terrains à marteler par les bottes des colons. Ça suffit
de laisser n'importe quel occidental se sentir fondé à nous créer selon son regard encore et encore. Ces mots ont été déversés sur mon pays. J'avais envie que... Sur mon pays, oui, si on veut, sur ma terre. J'avais envie que d'autres mots soient dits pour que, s'il y a des personnes qui sont encore courbées par les définitions qu'on a voulu apporter ou proposer au travers de ce discours-là, qu'il y ait une autre voix qui permette de relever la tête. Je ne suis pas la seule, mais il n'était pas question que je me taise. C'est indicible de se penser autorisé à faire ça. Et je pense qu'il n'est pas beaucoup de lieux où les Occidentaux se permettent autant de mépris, de paternalisme, je suis dépourvue de mots face à ça. Et pour en revenir à mes parents, ils ne m'ont pas appris l'injure, ils me l'ont plutôt interdit. Donc, pour ne pas passer à l'étape de l'injure, mais j'ai trouvé ce discours effarant de suffisance et de bêtise. Et ce qu'il y a de terrifiant, c'est que 8 ans après, ceux qui l'ont écrit prétendent ne pas comprendre que l'on s'en indigne et disent qu'ils ne retireraient pas une virgule à ce discours-là. C'est pour dire la considération. Mais peut-être que ça tient aussi au fait que quand ce discours a été prononcé, l'auditoire ne s'est pas levé pour laisser ceux qui parlaient seuls avec leur stupidité. Il faudrait peut-être qu'on apprenne à ne plus accepter certaines choses. Il y a des incidents diplomatiques nécessaires parce que l'Afrique ne peut pas être la serpillière des nations, le paillasson. Justement, est-ce que vous pouvez nous en lire un petit extrait? Sur le vent, hein? Dans le vent, pardon. Je prends en cours. Hein? Faut-il être ignare pour trouver en Dakar le lieu approprié pour falsifier l'histoire? Faut-il être arrogant pour dire tant d'âneries dans une académie qui porte un nom illustre? Merci Cheikh Anta Diop pour avoir terrassé à force de recherche l'hydre impérialiste. Les chaînes de l'esclavage dans nos têtes sont tombées. Le discours de Dakar reprend sa juste place, celle de la suffisance matinée de bêtises qui ne se trouve grande que si elle rabaisse l'autre. Les poubelles de l'histoire s'ouvrent pour recevoir des paroles imbéciles dites avec fatuité. Salissures éphémères, souillures passagères, les rigoles de l'histoire les emportent loin de nous. Je m'arrête là. Merci. Je vous en prie. Toujours dans le recueil Alma Africa, Les larmes d'ébène est un texte d'une grande force. Merci. Qui semble parcourir des siècles d'histoire des Noirs. Ce poème-là se termine par une révolte et un slogan surprenant. Pouvez-vous nous en parler? L'arme d'ébène, en fait, le trait d'union entre les siècles d'histoire qui sont déroulés en filigrane dans ce poème, c'est une larme d'ébène. C'est ça le trait d'union. C'est une larme qui traverse les océans. C'est une larme de corps suppliciés sous les cales des bateaux. C'est une larme de corps ravagés par une colonisation sauvage. C'est une larme mêlée de sang, alors que le Cameroun résiste à la colonisation et que Oumniobé est coulé dans du béton et que son corps est profané au mépris de la culture de laquelle il vient. C'est une larme de femmes aujourd'hui aux États-Unis, ou d'hommes aujourd'hui aux États-Unis dont les enfants tombent. Comme si leur phénotype était un crime
C'est une larme qui parcourt la terre depuis tellement longtemps. C'est une larme qui doit s'assécher enfin. Et vous parlez d'un slogan surprenant. Je ne le dirai pas là. Les gens liront le poème, ou alors peut-être le dirai-je. Mais il y a des... On dit qu'on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. C'est si facile de dire ça. Mais j'aimerais beaucoup que les indignations ne soient pas à géométrie variable. J'aimerais que quand on donne des limites à l'expression de l'humour dans certaines choses, qu'on les donne dans toutes, aussi vrai qu'elles touchent profondément les profondeurs des autres. Je me souviens qu'il y a eu un... Vous savez que... Est-il besoin de dire que des corps, que j'appelle des corps ébènes, s'abîment dans les mers parce qu'il y a des personnes désespérées qui essayent de s'échapper de l'Afrique, qui subissent dans le nord de l'Afrique des actes de barbarie innommables et qui arrivent, qui échouent à Lampedusa ou ailleurs. Donc, il y a un journal satirique que je n'ai pas envie de citer pour le moment qui a fait un dessin en disant « Regroupement familial des Africains au fond des mers ». Moi, j'ai trouvé ça insupportable. Parce que par empathie, j'ai pensé aux mamans de ces personnes-là. Ça ne peut pas me faire rire. Je ne dis pas que ce n'est pas drôle pour ceux qui l'ont écrit, puisqu'ils l'ont fait. Mais ce dessin... Cet humour-là m'a tellement choqué que le poème a été une réponse aussi. Il a été une réponse. Donc, il y a eu un moment où il y a eu une convocation de nos compassions, de nos indignations, après l'acte barbare qui a été commis contre un journal satirique ici. Moi, quand il y a eu cet attentat, bien sûr, j'ai pleuré parce que chaque fois qu'un être humain est supplicié, moi j'ai mal. Mais ce n'est pas parce que, enfin je veux dire, on ne peut pas organiser la compassion d'un côté et puis mépriser celle des autres parce que, la souffrance des autres, parce que ces souffrances-là ne sont pas importants, puisque ce ne sont pas des gens importants. Au fond, les corps qu'on trouve au fond des mers, ils n'ont même pas de carte d'identité, on ne sait pas qui c'est. Et moi, je pense à ces mères qui ne sauront même pas que leur fils est mort. Je pense à cette femme qui ne saura pas que son mari n'est pas arrivé de l'autre côté, etc. Donc, moi, j'ai dit, ils sont Charlie, je suis sous l'eau, avec les corps qui s'abîment en mer, parce que c'est avec eux que je suis, puisque ce sont des voix que l'on n'entend pas, ce sont des cris que l'on n'entend pas, ce sont des mépris absorbés encore et encore. Alors je les rejoins sous l'eau, and I can't breathe. Merci. À la fin du recueil Alma Africa, vous rendez un vibrant hommage à Nelson Mandela. Que représentait-il pour vous? C'est un homme qui, pour moi, il demeure essentiel. Et c'est le papa que j'ai choisi. Et pourquoi quand je dis le papa, c'est dans le sens, un père fait figure de modèle et puis fixe des directions. Il donne des valeurs structurantes. Et la vie de cet homme m'a donné des valeurs structurantes aussi. Et Nelson Mandela, c'est quelqu'un pour qui j'avais et j'ai toujours une profonde admiration, mais aussi de l'affection. C'est quelqu'un qui fait partie de ma famille émotionnelle et de ma famille spirituelle, dans le sens les esprits qui me donnent envie de me dépasser, d'aller plus loin. Et il est entré dans mon affection par la porte de l'admiration. Et Nelson Mandela, c'est quelqu'un qui a compté dans ma vie de plusieurs manières. Mais je me souviens encore quand je l'ai vu sortir de prison, j'ai eu le sentiment de sortir de prison aussi. Parce que c'est la découverte
de l'apartheid qui m'a fait prendre conscience que j'étais noire. Jusque-là, j'étais juste un être humain parmi des humains. Et la découverte de l'apartheid m'a fait... Quand je dis prendre conscience que j'étais noire, d'abord, je ne sais pas que je n'avais pas vu la couleur de ma peau, hein, mais je ne pouvais pas imaginer qu'un phénotype, une carnation, pouvait être dans certains espaces une prison. Et l'apartheid, la découverte de l'apartheid a été sismique pour moi. J'avais 12 ans, il me semble. Et le jour où j'ai vu Nelson Mandela, je pense que c'était le 11 février 90, si mes souvenirs sont exacts. Ce jour-là, il marchait libre. J'avais l'impression que sa sortie de prison avait ouvert les barreaux de la prison derrière laquelle la découverte de l'apartheid m'avait enfermé. Un peu plus tard, j'ai découvert l'assassinat de Luther King et les barreaux se sont resserrés, etc. C'est le regard des autres qui nous enferme. Et cet homme-là m'impressionne parce qu'il avait tout pour être un homme haineux. Il ne l'a pas été. Certains le lui reprochent. Moi, je l'admire pour ça. Et il me demeure une boussole. Le Cameroun, votre pays d'origine, Oui. demeure très présent dans votre recueil, Oh oui. notamment au travers du poème Tété Kombo, qui rend hommage à Douala Mangabel et le souffle de nos pères, qui célèbre des figures de la résistance camerounaise. Que pouvez-vous nous dire au sujet de ce poème Tété Kombo? Le Cameroun, c'est un pays que j'appelle très naturellement la terre de mon cœur. C'est un pays que j'aime tellement fort. C'est un peuple que j'aime tellement fort. Je ne le comprends pas toujours, mais je l'aime profondément. Et il y a d'autres poèmes d'ailleurs qui font référence au Cameroun. C'est l'essence, ce sont les musiques que je porte, ce sont des rires qui m'habitent, ce sont des clameurs qui m'habitent, ce sont des parfums, des odeurs, ce sont des algarades subites qu'on ne comprend pas. Les extra-camerounais se disent mais ils se querellent. Non, ils sont juste en train de discuter. C'est plein de choses, mais c'est aussi une douleur. Quand je vois l'état actuel de mon pays, c'est aussi un espoir parce que je me dis qu'il n'est pas possible qu'on ne soit que dans cette situation-là. C'est un pays qui a un potentiel inimaginable, pas simplement en ressources naturelles, mais en ressources humaines, en intelligence, en capacité, en inventivité, en créativité. Et ce sont des capacités qui, malheureusement, depuis quelques décennies, sont utilisées pour prendre des chemins de traverse. Mais j'ai bon espoir que si on éduque la génération qui vient, le Cameroun va se réveiller à ce qui n'aurait jamais dû cesser d'être un pays qui a des valeurs, un pays dans lequel on n'est pas fier d'être un voleur. Ou un féman ou quelque chose comme ça. Non, le Cameroun, c'est mon pays. Où que j'aille, je le porte en moi. Où que j'aille, rien ne pourra m'arracher à cette terre. Vous savez, c'est l'endroit dans lequel mon cordon ombilical a probablement été enterré. Hein. Donc, c'est mes racines, c'est ma source. Et vous parlez de deux poèmes que j'aime beaucoup. Douala Mangabel a été un résistant, c'était un roi qui a résisté à la tentative qu'avait l'État germanique, qui était le colon du Cameroun. Ils ont essayé de faire un apartheid, reléguer les locaux à la périphérie et puis installer la blanchitude à l'intérieur du pays. Et Douala Mangabel, mais ce n'était pas le seul, avec d'autres souverains, ils ont osé résister. Alors la barbarie coloniale les a tués. Lui, il a été pendu. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ce monsieur, il a dit aux Allemands que la terre du Cameroun ne serait jamais la leur. Ça n'a pas tardé. Il a été pendu en 1918, mais 14 plutôt. 4 ans plus tard, il s'en allait.
Mais il n'était pas le seul. Il y avait Martin-Paul Samba, il y avait Madola, il y avait d'autres chefs, pardon, dont je n'ai pas retenu le nom. Mais il y a eu beaucoup de résistants. Et j'aime bien que ce soit les princes et les rois qui aient coordonné la résistance, qui aient pris le risque. Et le fait qu'ils aient été tués physiquement n'empêche pas que leur souffle continue à nous animer. Et le souffle de mes pères, c'est justement ce souffle-là qui me survient et qui me parle du Cameroun, le Cameroun profond, le Cameroun fort, le Cameroun résistant. Et ce Cameroun-là, depuis que je l'ai découvert, je me bats pour qu'il naisse à la vie. Votre recueil est également un appel à l'unité et à la guérison de l'Afrique, comme par exemple dans les poèmes Soupirs entrelacés ou dans Sérénade Bantou. Ces deux poèmes, Sérénade Bantou, ben oui, il y a comme une mélancolie, c'est un chant, c'est une mélopée, c'est aussi un chant d'espérance. Et oui, c'est un chant qui appelle à la guérison, qui appelle à la restauration. Et puis, Soupirs entrelacés, j'espère que c'est un poème qui sera entendu parce que nous avons, nous subsahariens, pour beaucoup le même but, la libération de l'Afrique. Nous avons pour but l'indépendance réelle de nos nations. Nous avons pour but la restauration de qui nous sommes. Mais parce que nous ne regardons pas forcément les choses du même lieu, nous nous faisons la guerre entre nous et nous n'avançons pas. Il y a une séquence dans le poème qui dit « On rêve d'Afrique unie, le doigt pointé sur l'autre ». Et pourtant, quelqu'un que nous célébrons, Kwame Nkrumah disait quoi? Divisés, nous sommes faibles et unis, nous sommes forts. Mais on décide de catégoriser les gens, de fabriquer des intouchables, de mépriser l'autre au prétexte qu'il croit autrement, il fait autrement, il dit autrement. Et aussi longtemps que nous serons divisés sur des choses secondaires, nous ne bâtirons pas les choses essentielles et nous serons à la merci du premier prédateur venu. Et nous serons à la merci du premier prédateur venu. Donc il nous appartient de nous réveiller et d'apprendre à respecter l'autre qui est déjà ce semblable, même s'il est différent. En deux mots, que devons-nous retenir de ce recueil Alma-Africa? Que c'est le recueil d'une femme africaine, vivant hors de l'Afrique peut-être, mais profondément africaine, qui a essayé d'ouvrir son âme pour laisser passer l'âme de l'Afrique, ou quelque chose de l'âme de l'Afrique. Et j'espère que j'ai réussi à le faire un peu. Merci beaucoup Chantal Épée. Merci Marlise.